Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S1009 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 15 mai 2025. La Story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Filmer une scène entière, sans interruption, en une prise, avec une seule caméra. Ainsi pourrait-on définir un plan séquence. Une technique vieille comme les premiers courts-métrages de l'histoire, qui s'explique alors par les contraintes et limites matérielles inhérentes à l'époque. Au fil du temps, le plan séquence, terme inventé par le critique cinéma Hervé Bazin, est devenu un puissant outil narratif et marketing. Lors des campagnes promotionnelles de certains films récents, il est parfois autant question de l'intrigue, du casting, que de la présence de fameux plans séquences. Le film 1917, réalisé par Sam Mendes, est construit comme une prise d'un peu plus de 2 heures, même si, en réalité, il y a plusieurs raccords subtils qui entretiennent l'illusion d'une action suivie en temps réel tout au long du film. Dans Birdman, Alejandro Inarritu a procédé de la même manière, brouillant les frontières entre l'univers du théâtre, où se déroule l'essentiel du film, et les séquences en extérieur, en conservant une unité de temps. D'autres blockbusters contemporains ont réservé une place de choix à un plan séquence comme Gravity, La La Land ou The Revenant. 2 longs métrages moins connus sont même allés au bout de la démarche, L'Arche russe, sorti en 2002, et Victoria, qui date de 2015, durent respectivement 1h30 et 2 heures. Ils ont chacun été tournés en une seule prise. L'exécution de telles séquences requiert une coordination très précise entre les équipes techniques, les acteurs et les figurants, qui surgissent souvent sur le chemin et dans le champ du cadreur. Une chorégraphie souvent répétée plusieurs mois en amont, sachant que le moindre faux pas exige un retour à la case départ. Malgré les contraintes, de nombreux illustres réalisateurs se sont prêtés au jeu, conscients de l'impact d'un plan séquence réussi auprès du public. Dès 1948, Alfred Hitchcock imagine son film La Corde en un seul plan séquence. Limité par la durée des bobines de pellicule, il joue sur les fondus au noir pour donner l'illusion que l'action se déroule en temps réel. 10 ans plus tard, Orson Welles tente et tourne la lente introduction de La Soif du mal en une seule prise. Steven Spielberg s'y essaie dans Duel au début des années 70, et c'est lors de cette décennie que le sequence shot décolle pour de bon, grâce à l'invention de la Steadicam, conçue par le directeur de la photographie Garrett Brown. C'est lui-même qui tourne les plans séquences dans les couloirs de l'hôtel Overlook et le labyrinthe enneigé, scène culte de Shining, chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, sorti en 1980. La fluidité du déplacement de la caméra embarque littéralement le spectateur au cœur de l'action, sans le moindre répit. Dans l'univers des séries, Adolescence, fiction britannique en 4 parties diffusée actuellement sur Netflix, a beaucoup fait parler d'elle. Le fait que chacun des 4 épisodes a été tourné d'une traite a été largement médiatisé. À l'instar des autres films cités, la prouesse relève autant de la performance technique que de la capacité du réalisateur à ne pas sacrifier le scénario. Une vraie leçon de cinéma. Bon, le parallèle, évidemment, avec le sujet de l'émission est obvious. C'est un peu le mode extrême du run and gun, le plan séquence, non? Mais en fait, on était en train de préparer cette émission. Moi, j'ai regardé la fameuse série Adolescence sur Netflix dont on parlait beaucoup ces derniers temps. Et ce qui frappe quand tu sais à quoi t'attendre un peu, tu sais que chaque épisode a été tourné en plan séquence, que chaque épisode dure 1 heure, bah, tu peux pas t'empêcher en fait tout le long d'observer comment ils vont gérer, de passer d'un extérieur à un intérieur, comment ils vont gérer un moment dans l'épisode 2, il y a une course-poursuite incroyable, qui est littéralement une course à pied, qui se termine en plus après par un vol au drone qui va réatterrir pour finir sur un plan à terre. Enfin, c'est juste incroyable en fait. La prouesse technique de tout ça avec un scénario qui tient la route.
Je vous invite à aller voir un petit making-of de ça sur YouTube qui dure à peu près 12 minutes, où on voit comment les cadreurs prennent le relais les uns les autres en s'échangeant la caméra. Ça peut être en haut d'un escalier, ça peut être pour passer sur le drone, etc. C'est juste fabuleux. Et moi qui suis très friand de cinéma, on peut dire cinéphile amateur, ça m'a rappelé beaucoup de plans séquences un peu mythiques dans Les Affranchis avec Scorsese, par exemple, ou Snake Eyes de Palma. Et quand on aime le cinéma, on peut que être sidéré par ça. Et effectivement, le lien de parenté avec le run and gun semble assez évident parce qu'il ne faut pas être non plus dans une configuration trop lourde, notamment dans le cadre de adolescence, pour parvenir à cette prouesse. Bah, en fait, le lien, c'est que je pense déjà, ça veut dire que ça se réfléchit. Le run and Ah bah gun, alors là, voilà. ça se réfléchit, ça se répète, ça C'est saute. de la logistique, c'est de la... Ouais, ouais, tout à fait. Ah ouais, et puis alors en l'occurrence, c'est très intéressant aussi dans le making-of, il l'explique, le réalisateur d'adolescence, en l'occurrence, c'est qu'ils ont même construit des maquettes miniatures pour avoir une idée très précise de la circulation à la fois des acteurs, mais aussi des figurants. Dans l'épisode 2, il y a plus de 300 figurants. Et surtout, voir la déambulation du cadreur. Le cadreur est jamais seul, hein, il y a toujours quelqu'un derrière lui parce que quand il doit qui le reculer, tient par le t-shirt. qui le tient par le t-shirt. Et savoir à quel moment la caméra va être échangée, elle va être reprise par quelqu'un d'autre, etc. Enfin, si vous aimez un tant soit peu le cinéma et toute la magie qu'il peut y avoir derrière les coulisses, vraiment, allez-y, regardez d'abord la série avant de regarder le making-of quand même, ce serait un peu dommage, mais c'est de la magie qui ne doit rien au hasard, t'as raison Romain, ça a été répété des semaines en amont, des mois en amont, chaque épisode a fait l'objet d'heures et d'heures de répétitions, comme au théâtre, sauf que, contrairement au théâtre, on sort de scène. Il y a des plans séquences, Romain, qui t'ont marqué dans ta culture cinématographique? 1917, hein. 1917, c'est quand même... ouais, l'ouverture, elle est quand même assez folle. Ouais. Mais oui, ce film, déjà, c'est... Enfin, celui qui me vient en tête, quoi. Moi, je pense, quand on parle plan séquence, à certaines scènes de Athéna, le film qu'avait réalisé Romain Gavras, il me semble, qu'on pouvait voir sur Netflix avec un drone qui était utilisé aussi bien en caméra main qu'en en drone volant. Et je pense aussi, Benjamin, ça doit te parler, je me rappelle plus comment, je crois que ça s'appelait Coupé. Coupé, le film sur les zombies, là, avec Michel Romain Dirus. Hazanavicius. Ouais, c'est toute l'histoire, en fait, de ce film-là qui Exactement. traite ce sujet-là. Oui, puis c'est tout l'avantage du plan séquence, c'est que ça te met en apnée, en fait. C'est-à-dire que tout le temps de l'action, tu relâches jamais, tu restes focus, focus, focus. C'est une expérience en soi aussi. Mais c'est pas nouveau l'histoire du drone qui est rattrapé. Et en fait, les cadreurs se préparent. Je trouve ça vraiment génial. Parce que du coup, on passe vraiment d'un plan aérien. On comprend rien, hein. Un plan aérien, le drone fait... Enfin, c'est comme s'il se posait. Mais en fait, il est chopé par deux cadreurs qui sortent de nulle part, par derrière. Hop, et en fait, ça se transforme en gimbal. Parce que de toute façon, les premiers gimbals, les premiers stabilisateurs, c'était finalement un dérivé de drone, quoi. Bon. Merci, Benjamin, pour cette story cette semaine.